Bonsoir, merci à tous d'être en si grand nombre pour la révélation de l'indice Vérité 40 et l'anniversaire d'Axilia. Nous sommes ravis de fêter avec vous cette odyssée financière qui dure depuis 20 ans. Et oui, 20 ans. 20 ans que Vincent a quitté les quais de la finance traditionnelle pour naviguer dans les eaux de la finance responsable et qui a toujours eu une mission bien en tête depuis le début de cette aventure. Et c'est justement pour célébrer cette aventure que nous vous avons préparé une petite surprise que nous espérons que vous allez aimer et qui va commencer dès à présent. Merci beaucoup et bon visionnage. Bonjour l'équipe Axinia. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, mettre la finance au service des hommes et de la planète, avec la triple exigence de transparence, sincérité et simplicité. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. J'accepte le défi. La zapette, elle est où? Tom Cruise, il est équipé d'habitude. Elle est où la zapette? Ce Tom Cruise, il lui faut des instruments. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je ne peux pas activer les slides. Donc Ferdinand, on va le faire, non? Hein? Ouais. Bien. Alors on va voir si ça marche. Magnifique. Donc on applaudit Pamela. Bon. Alors, c'était effectivement une mission impossible. Hein. Parce que tout ça nous ramène à 2005. Vous imaginez en 2005 la finance responsable. Waouh! C'était un peu le saut dans l'inconnu. Il y avait quand même un filet de sécurité qui était évidemment en corde tressée bio, donc extrêmement résistante. Je dois à la vérité dire que je n'étais pas seul à l'époque. J'ai cofondé cette société avec une personne qui est en retraite aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Maurice Lochard. Donc on était deux. C'est quelqu'un qui faisait de l'escalade, donc ça a aidé également à grimper quelques difficultés. Première mission, permettre aux associations fondations, puisque ce sont nos clientes principalement, d'investir selon leurs valeurs. Alors ça c'est pareil, c'était pas évident. Donc c'était une plongée littérale dans la finance responsable. Et j'avoue que la première fois que j'ai mis le scaphandre, il y a quelqu'un dans la finance responsable, il n'y avait pas beaucoup d'écho. Ensuite, on s'est donné des missions qui sont arrivées au fur et à mesure du temps. La seconde mission, c'était un peu d'explorer l'entreprise, la manière de la concevoir et de partager également la valeur. Donc à chaque fois, on vous a mis une petite phrase en anglais pour faire Tom Cruise, et puis avec une traduction qui est assez libre, qui n'est pas la retranscription exacte de ce qui est écrit en anglais. Voilà. Donc on est parti à plusieurs. Et puis il y a une période où effectivement on a identifié d'ailleurs Henri Van Rooij dans la salle. On remettait des prix à des entreprises qui faisaient des choses assez exceptionnelles. Et Henri a regardé les dossiers, parce qu'il travaillait, c'était un juré qui travaillait, et il a dit « Mais t'as pas remarqué, ils ont tous le même âge, ceux qui déposent les dossiers. Ils avaient effectivement tous entre 28 et 32 ans. Avant, ils sont à l'école, après, ils étaient passés à autre chose. Et donc, on a identifié qu'il y avait toute une génération de jeunes entrepreneurs qui partageaient la valeur. Quand ils gagnaient de l'argent, ils en donnaient un bout aux associations. On en parle un peu moins aujourd'hui. Quoique, à mon avis, dans les mois qui viennent, ça va revenir, parce que vous avez tous entendu qu'on parle moins d'ESG, et je pense qu'on va parler de plus en plus de philanthropie, à nouveau. Il y a une représentante dans la salle qui est Elisabeth Soublé. Elle est où, Elisabeth? C'est la leader en termes de points des Bicorp françaises. Allez discuter avec Elisabeth, c'est exceptionnel ce qu'elle fait. Tu as combien de points? 140? C'est pas grave, tu l'as été. Tu l'as été. 147, le minimum c'est 90.
Pour passer de 90 à 147, il faut travailler. Donc on a récompensé tout un tas d'entreprises. Là, vous avez sur la photo au milieu Julie Meunier, qui était une jeune femme qui avait été atteinte d'un cancer, d'une leucémie, et qui en avait fait son métier, puisqu'elle faisait des perruques. Et la boîte existe toujours. Hein. Ça s'appelle les Frangines. Et elle redonnait, je crois, je ne sais plus combien, au moins 10% du chiffre d'affaires de chaque perruque à un centre de recherche contre le cancer. Et donc cet altruisme, on avait appelé ça à l'époque les entreprises altruistes, on se l'est appliqué à nous-mêmes. Vous savez ce que disent les Anglais, on ne l'a pas mis là, mais eat your own food. Donc on s'infligeait à nous-mêmes, en l'occurrence, de donner 1% de notre chiffre d'affaires à des associations. Et à partir de 2022, 100% de ces 1% ont été reversés à EcoHabitat, où on a le délégué général dans la salle. Il est où, Franck ? Franck est là. Franck Billot. C'était assez évident de tomber sur lui. Enfin, ça fait un bout de temps que je cherchais. Et c'est grâce à Jean-Marie Destré du Secours catholique. Je reçois une newsletter qui parle de EcoHabitat. Je me dis, mais c'est dingue, c'est exactement ce que je cherchais. Dans la semaine suivante, on se rencontrait. Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on aide des propriétaires précaires. On peut être propriétaire et précaire, qui ont des passoires thermiques et qui n'arrêtent pas de payer des factures. Et en fait, la solution, ce n'est pas de leur payer les factures, c'est de leur refaire l'isolation de la maison. C'est tellement évident une fois qu'on l'a dit. C'est ce que fait Franck. Ça fait 10 ans qu'ils font ce boulot-là, c'est en train de monter en puissance. Et Julien de Normandie, qui est là, que je salue dès maintenant, a aidé, je crois, Franck à obtenir une certaine labellisation ou certification. Ouais, comme quoi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, Franck, tu vois, tout le monde est là. Voilà. D'ailleurs, cette opération de partage, là, comme Elisabeth, nous a valu d'obtenir en partie, pour ça, la labellisation B Corp en juillet 2023. Troisième mission qu'on avait déployée tout au long des années, c'était de démocratiser la finance responsable. Ça fait des années qu'on en parle. Et on a organisé pendant 10 ans également des ateliers de la finance responsable, où on a invité quasiment 1 millier de professionnels des associations, fondations qui sont venus se frotter à des sujets qui étaient complètement nouveaux pour eux. Et cette photo a été prise en 2016, tu te rappelles, Henri ? C'était rue de Saint-Pétersbourg, je ne me souviens plus du nom de la structure. Ça a été géré par l'association Aurore, ça appartenait à la mairie de Paris, et c'était un lieu extraordinaire. Et il y avait un certain endroit, c'était une église qui a été désacralisée, vous montiez carrément en chair pour parler de finances responsables. Ça avait de l'allure. Je peux vous dire que je n'ai pas pris toutes les photos, mais ça avait énormément d'allure. Et derrière, c'était, à un moment donné, ça a été un ancien entrepôt de l'INPI. C'est pour ça qu'il y a plein de bouquins. Tous les bouquins derrière, c'était des brevets des inventeurs français. Cette mission de pédagogie, on l'a continué tout au long des années avec donc les ateliers de la finance responsable, j'en ai parlé. Sur la photo à gauche, là, c'est une personne de l'AMF. Qui était là. On a également donné des cours avec Ferdinand à Dauphine et à AgroParisTech. J'anime toujours une chronique sur BFM Business et également j'écris dans Gestion de fortune tous les mois sur donc, la finance responsable. 4e mission. Et ça, c'est celle qui continue de travailler, qui nous réunit aujourd'hui, c'est de revisiter, d'objectiver la mesure du risque extra-financier. Ça ressemble un peu à ça, la notation EG, c'est une espèce de pelote de fil. On commence par quoi ? On commence par où ? Souvent, c'est extrêmement compliqué. L'évidence nous est venue au fur et à mesure des années qu'il fallait simplifier tout ça. C'est beaucoup trop compliqué. 2019, Vincent et Ferdinand en train de craquer la note ESG d'Orpea. En 2019, on a une association cliente qui nous a dit on ne veut pas investir dans Orpea. Et pas que Orpea, les opérateurs d'EHPAD. En 2019, le bouquin de Castanet qui a tout fait sauter dans le secteur, c'était 2022, donc 3 ans avant. Les notes ESG d'Orpea n'envoyaient aucun signal. Au contraire, tout était rose. La note ESG était excellente. Les scores de controverse étaient les plus bas possibles. On est allé voir les gérants, puisque le client nous a dit on ne veut pas investir là-dedans. Donc, par principe, moi, je privilégie le dialogue. Je vais aller voir les gérants. Les gérants ne connaissaient que les notes ESG, n'avaient vu aucun reportage à la télé.
n'était au courant d'aucune controverse, n'avait lu aucun rapport parlementaire, et donc nous a dit « Désolé pour ton client, nous on garde les actions Orpea, c'est en plus un magnifique investissement boursier, c'était le Nvidia de l'économie grise à l'époque. » C'est presque ça. Et donc le client a dit « C'est pas grave, nous on vend. » Donc on a vendu tout Orpea, et donc tous les fonds ISR, puisqu'il y avait de l'Orpea dans tous les fonds ISR, et surtout dans les fonds ISR. Et donc on s'est retrouvé avec du cash, et donc là, l'histoire aurait pu en rester là. Et j'ai dit non, on ne s'arrête pas là. On n'est peut-être pas une agence de notation, mais il faut absolument qu'on trouve autre chose que cette note ESG qui n'envoie aucun des bons signaux. Le client, de toute façon, était en refus d'obstacle. Vous savez, c'est comme le cheval. Il ne veut plus passer par-dessus la notation ESG parce qu'il nous a dit si ça note mal Orpea, ça note mal toutes les autres boîtes. Ils n'ont rien vu à Orpea. OK, on arrête. Et donc, on a fait autre chose. Ferdinand vous expliquera. C'est un grand démonteur d'empreinte carbone. Et donc, on a inventé quelque chose de tout à fait différent, simple. On est allé à rebours, ça a demandé, je dirais pas du courage, mais une certaine audace que de faire absolument l'inverse de ce que tout le monde faisait. On n'est pas encore, je dirais, écouté. À l'époque, tout le monde faisait des questionnaires de 50 pages envoyés aux boîtes. Il y en a plein ici, vous les recevez. Il y a autant de questionnaires que d'agences dans le monde, donc ça peut faire beaucoup de littérature. Et donc vous vous retrouvez avec une même société qui peut se retrouver avec 15 notes ESG. On prend laquelle? Je ne sais pas. Nous, on a dit, il y a un chiffre par entreprise, il n'y a pas 15 chiffres par entreprise. Ferdinand vous expliquera ça. Donc tout ça sentait quand même fortement la controverse, donc il fallait faire autre chose, et on a fait totalement autre chose. On vous expliquera. Tous les gens qui sont là, sur la photo, ont participé au développement du score carbone. De gauche à droite, Quentin André, il peut lever la main. Quentin, un garçon adorable. C'est quelqu'un qui fait des fresques. Si vous avez envie de faire des fresques, il en maîtrise 4. Hein, il est bilingue en fresques, trilingue, quadrilingue en fresques. Il nous a aidé à lire les épais rapports du GIEC, notamment le rapport 2018 qui faisait 642 pages. Je l'ai rouvert hier. Il n'a pas lu les 642, mais tu as lu les paragraphes qui allaient bien. Raphaël Barrier, je ne sais pas s'il est arrivé, Raphaël, qui nous a fait un site internet qui permet de faire des calculs hyper automatisés sur le score carbone. David Garbou, je ne sais pas s'il est là, David ? Non. Qui nous a aidé dans toute la réflexion sur le score carbone, qui est un homme de marketing. Et puis Amandine, qui est une stagiaire, qui était stagiaire au départ, comme tous les salariés d'Axilia. Hein. Chez Axilia, c'est la promotion par le rang. Voilà. Et donc, Amandine a travaillé beaucoup sur le score carbone. Voilà. Et donc, c'est pas fini. Parce que les missions s'enchaînent, c'est comme les films. Il n'y a jamais de fin. On a prévu une mission numéro 5 qui a commencé d'ailleurs, on a commencé à travailler dessus, mais dont on va annoncer des éléments à la rentrée 2025. C'est de, ni plus ni moins, c'est un peu ce qui se passe avec l'avion, là, sur la photo, c'est de renverser l'offre financière. L'offre financière est trop compliquée, beaucoup trop compliquée. Il faut comprendre les choses. Une entreprise n'est pas si compliquée que ça. Donc, si elle est compliquée, il ne faut pas en rajouter. Voilà. Donc, on est en train de partir du score carbone, qui était finalement la première brique du mur, pour faire les autres briques du mur. Donc, on a déjà monté des mandats de gestion. Et il y a Ludovic Huguel qui est là, de Hugo Gestion, Richelieu Invest maintenant. Tu peux lever la main, Ludovic, voilà. Avec Ludovic, on a fait un mandat obligataire qui s'appuie sur le score carbone. C'était il y a 2 ans maintenant. Merci d'avoir cru à ça, parce qu'il y a beaucoup de portes qui se ferment si vous ne parlez pas la langue du moment. Les gens ne vous comprennent pas, et donc il ne se passe rien. Ludovic a ouvert la porte. On se connaissait depuis longtemps, mais Ludovic a ouvert la porte. D'ailleurs, je précise que généralement, il y a des choses qu'on observe dans ce qu'on a fait. 5 ans après, les choses se diffusent. Il y a plein de choses qu'on a identifiées il y a 5 ans qui se sont révélées, je dirais, assez évidentes 5 ans après. Et ça me rappelle un vieil échange avec un prof aux États-Unis qui nous avait dit, vous savez, ça c'est la parabole du progrès.
Les nouvelles idées, ça marche toujours comme ça, en 3 étapes. La première, ça ne marchera jamais. La deuxième étape, ouais, peut-être, c'est pas mal. Troisième étape, c'est évident. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours fait. Donc, sur la finance responsable, est-ce qu'on est à l'étape 2, à l'étape 3 ? Je vous laisse juge, mais en tout cas, on est resté très longtemps à l'étape 1 et ça a été compliqué. Donc, on a fait un mandat avec Hugo et on a fait également un certificat. Pour les plus connaisseurs, c'est un AMC, un Actively Managed Certificate. Donc, on a fait un certificat avec Natixis qui permet de voir effectivement si la stratégie fonctionne. Et c'est le cas. Donc, vous voyez là, le graphique de performance, c'est la performance d'Hugo. Et la performance, évidemment, elle est en bleu, hein, elle n'est pas en rouge. Voilà, donc on a des clients qui ont gagné beaucoup d'argent en achetant des portefeuilles sur lesquels il y a un critère supplémentaire qui est le critère du carbone. Parce qu'on est convaincu qu'à long terme, et c'est l'horizon de placement de nos clients, il faudra survivre à ce qui va se passer, qui va être compliqué, qu'on ne connaît pas, qu'on imagine qui ne se passera pas, mais qui va se passer. C'est ce que nous disent les chercheurs. On aura François Gemène dans quelques instants qui nous expliquera ça. Donc, et ça marche, hein, la performance est au rendez-vous. Et à la rentrée, donc, on va systématiser cette approche dans la partie la plus courte des portefeuilles. Donc on a fait des obligations, on a fait des actions, mais il y a tout un tas d'investisseurs qui ne peuvent pas prendre autant de risques que ça ou pas investir sur des durées aussi longues. Et donc, on va lancer une gestion de trésorerie. Alors, on ne sait pas encore si on doit l'appeler trésorerie décarbonée, trésorerie verte, trésorerie bas carbone ou impact. Mais c'est un peu l'esprit. Et il se trouve que sur ce type de placement, on arrive à faire à peu près 2 fois mieux que des placements monétaires ou que le rendement actuel de la BCE, avec encore moins de risques et que de l'impact. Que de l'impact. Je donne un chiffre qui va vous surprendre. Il y a 40 milliards d'euros en France d'actifs financiers dans les fondations françaises. 43 milliards d'euros. Qui est investi à 70% en monétaire, donc en produits bancaires, dont certaines ONG, pour lesquelles certaines ONG associent des empreintes carbone extrêmement lourdes. La vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement le chiffre, mais a priori, c'est les grandes banques qui financent les énergies fossiles. C'est encore sorti ce matin dans la presse. Une ONG a fait des calculs comme ça. En tout cas, on arrive à diviser par 10 l'empreinte carbone des placements et on arrive à multiplier par 2 le rendement. Donc si vous connaissez des trésoriers, des présidents de fondations ou d'associations, parlez-leur d'Axilia, on pourra leur rendre service et augmenter les moyens qui sont les leurs pour la mission qui est la leur. C'est la fin de cette séquence. Voilà. Vous en savez un peu plus sur l'histoire d'Axilia. Tout ça a été à peu près chronologique. Donc on se retrouvera l'année prochaine pour un autre dévoilement de Vérité 40. Et je passe la parole donc sur ce sujet bien précis à Ferdinand, que je remercie. On peut l'applaudir parce qu'il fait un boulot de... Alors Ferdinand est arrivé comme stagiaire chez Axilia. Il ne s'y attendait pas à ce que je le recrute 6 mois après. Mais je savais que c'était Ferdinand qu'il fallait recruter parce que c'est un garçon exceptionnel. Voilà, donc ça c'est important. Et donc c'est lui qui fait tous les calculs, c'est lui qui est au bout de la voile là, et donc il va vous parler du Vérité 40. Beaucoup d'entre vous sont là pour ça, et on va vous dévoiler en exclusivité, on ne tient plus, la composition du Vérité 40. Ferdinand, la japette est là, le micro, je vous le donne. Merci beaucoup Vincent. Je pense que je vais prendre les... Ce sera peut-être mieux. Bonjour à tous. Très heureux d'être ici pour vous présenter donc l'indice Vérité 40. Avant de passer à l'indice, je vais quand même vous rappeler un petit peu la méthodologie du score carbone qui a légèrement évolué cette année. Donc c'est assez important de le signaler. Donc quand même, comme l'a dit Vincent, je vais répéter un petit peu la méthodologie. Nous, 2019, on constate qu'il y a un problème avec la notation ESG. Voilà, nos clients sont déçus, ne comprennent pas et ils nous demandent de repartir d'une page blanche. À ce moment-là, on se dit il faut qu'on regarde du côté des externalités négatives. C'est des choses dont on parlait beaucoup avec Vincent. Et on s'est dit, bon, il y en a beaucoup des externalités négatives, laquelle on peut vraiment utiliser et qu'on peut évaluer surtout.
fait, on s'est rapidement rendu compte que la seule qui était disponible, c'était le carbone. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises, en fait, publiaient un bilan carbone à l'époque, mais elles ne publiaient pas forcément d'autres indicateurs qu'on pouvait comparer entre elles. Donc, on est parti du carbone. Et pour évaluer ces externalités négatives, on a créé donc la facture carbone. Donc, cette facture, comme vous le savez, pour une facture, on a besoin de deux choses, une quantité et d'un prix. Sur la quantité, on est parti, donc je l'ai dit, des bilans carbone des entreprises, assez spécifiques. Dès 2019, on a pris le scope 3, donc les émissions indirectes des entreprises, en plus de prendre les émissions directes. Les émissions indirectes, c'est les émissions liées aux fournisseurs et aussi à l'usage des produits vendus. Donc ça, c'est important. Il y a d'autres catégories, mais ça, c'est les plus importantes. Et donc ça, pour nous, c'était indispensable. 2019, les gens nous regardaient en disant « Ouh, le scope 3, c'est compliqué à calculer ». Aujourd'hui, ça devient une norme. Tout le monde calcule son scope 3. Alors, il y a encore évidemment des limites méthodologiques, mais globalement, il y a plus de limites à ne pas prendre le scope 3 qu'à le prendre. Donc, on avait nos quantités et il nous fallait aussi un prix. Pareil, 2019, prix du carbone, on en parlait sur les quotas européens, mais on était autour de 20-30 euros. Pour nous, ça ne représentait pas vraiment l'impact d'une tonne de CO2 sur la planète. Donc, on s'est dit où il faut trouver. Donc, on s'est dit il faut se baser sur la science. Et pour se baser sur la science, il n'y a rien de mieux que le GIEC. Donc, dès 2019, le GIEC avait déjà publié dans un rapport 2018 des prix du carbone, en fait, calculés par des économistes du climat, selon différentes trajectoires de température. Donc, nous, on est parti sur une trajectoire 1,5 degré, classique, et on a pris la médiane de tous les prix sur cette trajectoire. Donc, la médiane pour une année, par exemple 2019, c'était 100 euros. Prix aujourd'hui, pour l'année 2024, à 148 euros, et prix qui augmentera à 186 euros en 2030. Donc voilà, un prix qui peut encore modifier. Parfois, le GIEC remet à jour ses prix, mais les ordres de grandeur restent les mêmes. Donc, on avait notre prix, voilà, on avait nos quantités et on avait notre facture carbone. Et là, c'est là où ça devient intéressant cette année. On a ajouté le calcul en instantané en dynamique. Alors, l'année dernière, on avait déjà un score carbone dynamique on se téléportait en 2030, vous regardez quel serait le score. On trouvait que ça complexifiait un petit peu, ça faisait 2 scores. On s'est dit, en fait, la trajectoire, c'est aussi important que le moment, enfin l'instant T. Donc on s'est dit, on va fusionner les deux. Et donc, l'idée, c'était de calculer la facture carbone sur un périmètre 2030-2019. Donc, comment cette facture évolue? Donc c'est facile, pour revenir dans le passé, on prend les années de référence SBTI des entreprises, on calcule la facture à l'année 2019, année de référence, et puis on se téléporte en 2030. Maintenant, avec la CSRD, les entreprises publient globalement leurs émissions estimées en 2030. Donc ça nous permet quand même d'avoir une vision large et de voir comment cette facture, elle évolue. Alors c'est pas forcément évident à comprendre, mais il faut comprendre que cette facture, elle ne doit pas forcément baisser, elle doit se stabiliser. Pourquoi elle doit stabiliser? Parce que le prix du carbone augmente chaque année de 4% par an. Donc, si la facture se stabilise, ça veut dire qu'on a réussi à réduire nos émissions de 4% par an. Voilà. Et donc, à l'inverse, si une facture augmente, ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise a augmenté ses émissions. Voilà. Donc, notre idée, c'était vraiment d'avoir un univers large et d'être sûr, que les entreprises stabilisent leurs factures. Voilà. On a aussi cette année ajouté les émissions évitées. Alors, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas du tout encore mis en place. Aucune entreprise du SBF 120 ne publie des émissions évitées en partenariat avec l'association Climate Dividends, avec qui on travaille. Cette association, son objectif, c'est justement de créer une norme des émissions évitées pour éviter que toutes les entreprises publient avec leur propre scénario de référence. Voilà, un peu comme le GHG Protocol pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc nous on travaille avec eux et à terme l'idée c'est de l'intégrer dans le modèle. Donc voilà, donc on avait donc notre facture carbone et à partir de là, comment on attribue le score carbone? En fait, c'est assez simple. On part du résultat d'exploitation des entreprises, donc de l'EBITDA. On va regarder les tonnes de CO2. Je dis, vous avez 2 exemples, une entreprise A, une entreprise B. Elles ne vont pas émettre les mêmes tonnes, 1 tonne pour l'entreprise A, 11 tonnes pour l'entreprise B. Et on va aller multiplier donc, ces émissions, comme je l'ai expliqué, par le prix pour obtenir la facture carbone. 148 pour l'entreprise A, 1628 pour l'entreprise B. Et on va aller déduire cette facture carbone pour obtenir un EBITDA décarboné, un EBITDA ajusté du carbone. Et ça, c'est un peu le cœur de la bombe pour nous, parce que notre idée, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut changer nos métriques financières, ne pas prendre en compte que l'aspect purement financier, mais regarder aussi l'impact de l'entreprise sur la planète. Et de dire que peut-être, avec des méthodologies comme ça, nos investissements se dirigeront peut-être plus vers des solutions bas carbone. Voilà, donc cet EBITDA, il peut être positif comme l'entreprise A à 852 ou voire être négatif comme l'entreprise B. Et là, dans ce cas-là, on se dit, l'entreprise, est-ce qu'elle est finalement viable dans un monde où le carbone a un impact, un prix? Donc après ça, c'est la première métrique qu'on va regarder, donc risque carbone. Le risque carbone, c'est donc le pourcentage de la facture dans l'EBITDA. Donc plus ce risque est faible, moins l'entreprise est impactée. À l'inverse, plus le risque est élevé,
plus l'entreprise va être impactée par une tarification du carbone. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Et donc l'année dernière, on regardait que cet aspect de risque carbone. Et cette année, ce qu'on a ajouté, c'est cette variation de la facture, cette deuxième variable, avec l'idée de dire il faut que cette facture elle reste stable sur cette période, année de référence 2030. Donc là, on voit dans l'exemple A que l'entreprise est bien stable, donc c'est positif. À l'inverse, l'entreprise continue d'augmenter sa facture, donc on va avoir un mauvais score. Les entreprises qui ont des scores ABC, c'est des entreprises qui sont capables de payer leurs factures et ou qui diminuent ou stabilisent leur facture carbone. Et puis les entreprises qui sont DEF, c'est les entreprises qui soit sont trop en retard sur leur risque carbone et même si elles font beaucoup d'efforts, n'arrivent pas à revenir grâce à la variation de la facture, ou juste des gens qui ne feraient pas suffisamment d'efforts sur leur trajectoire. Voilà, et à partir de là, on attribue les scores. Il y a un dernier score, c'est le score de ND. C'est un peu notre score de controverse chez nous, chez Axilia. C'est les entreprises qui ne publieraient pas toutes leurs émissions de gaz à effet de serre sur le scope 3 essentiellement. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujet sur le scope 1 et 2. Il y a encore des entreprises auxquelles il manque des catégories hyper pertinentes dans leur secteur. Et dans ces cas-là, nous, on leur met un score de ND pour dire, voilà, c'est un enjeu majeur, il faut savoir tout calculer. Voilà, donc ça, c'était le score carbone. Donc, quelques reconnaissances quand même, parce que c'est important. Comme dit Vincent, ça n'a été pas forcément évident tout le temps, tout de suite, de faire valider cette méthodologie, même si on a eu tout le temps des bons retours. Voilà, on est une petite entreprise, pour se faire connaître, c'est pas évident. On a quand même aujourd'hui 22 entreprises qui publient leur score carbone. Ça représente plus de 600 milliards de capitalisation boursière, donc on est quand même sur des grandes entreprises. Le chiffre paraît pas énorme en termes de nombre. Voilà, en termes de valeur, ça représente pas mal d'entreprises. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises dans la salle. Je suis sûr que ce chiffre va encore plus augmenter d'ici la fin du mois de juin. Et c'est bien l'objectif, voilà, que les entreprises utilisent de plus en plus cet indicateur, déjà dans un premier temps pour communiquer, mais elles peuvent aussi l'utiliser pour, pourquoi pas, répondre à la CSRD sur des enjeux de tarification interne du carbone, sur des enjeux de risque de transition liés à la tarification du carbone. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant avec l'indicateur, c'est qu'il est multifonction, on peut vraiment aller l'intégrer et ne pas juste l'utiliser comme un outil de communication. Voilà, d'autres reconnaissances. L'EBITDA ajusté du carbone a été aussi cité dans les 101 mots de la RSE, donc ça montre aussi que maintenant, quand même, le sujet commence à monter. On a été aussi cité dans le guide de l'Institut de la finance durable. Ça, c'est plutôt le côté de la finance, comme étant un outil de transition, enfin, un outil de référence pour évaluer la transition carbone des entreprises. Ça, c'est pour nous, c'était une vraie satisfaction. Voilà, notre outil, vraiment, il est vu maintenant comme quelque chose de fiable pour évaluer les entreprises sur cet aspect carbone global. D'autres validations, comme dit Vincent, on a fait des cours à Dauphine, à Gros Paris Tech sur ces sujets-là. Les professeurs trouvaient l'outil assez pédagogique et puis la presse commence à reprendre pas mal aussi l'indice et le score carbone chaque année. Et puis on a été aussi cité dans le rapport Kiné qui montre voilà, que maintenant sur ces enjeux de tarification du carbone, on commence à être assez reconnu. Voilà, donc j'ai présenté le score carbone. Maintenant l'idée c'est sans plus attendre, de vous présenter donc, la nouvelle version de l'indice Vérité 40. Juste avant, je vais quand même rappeler la méthodologie de l'indice. On part du SBF 120. On enlève les scores ND, F, E et D. Ça représente environ 55% des entreprises capables de payer, donc 45% ne sont pas dans l'indice, enfin ne sont pas éligibles au premier filtre. Voilà, donc c'est quand même un modèle assez exigeant. Et puis, dernier niveau, la répartition sectorielle, l'idée quand même de se rapprocher au maximum d'une répartition sectorielle cohérente. On ne va pas mettre que des entreprises du même secteur pour avoir 40 valeurs. Et l'idée voilà, du Vérité 40, c'est quoi? C'est un peu la métaphore qu'on utilise chez Axilia. Voilà, l'idée, ce n'est pas de regarder que les kilos de muscles avec la capitalisation boursière, mais de regarder aussi le niveau de cholestérol, donc avec le carbone. Donc voilà, donc ça, c'est le 440, enfin, c'est le Vérité 40 qui a voilà, l'objectif, pourquoi pas, de donner une nouvelle vision, une nouvelle hiérarchie des entreprises. Donc voilà, donc la nouvelle version donc, de l'indice pour cette année. Donc, alors, il n'y a pas beaucoup de mouvements en termes de rentrants. Comme vous voyez, il n'y a que 5 entreprises cette année qui rentrent dans l'indice. Je peux les citer. Donc, il y a Edenred, Engie, Michelin, Safran et Soprasteria. Pourquoi il y a peu de mouvements à ce niveau-là? Par contre, il y a beaucoup de mouvements sur les scores. Les scores ont pas mal évolué. On est un peu plus exigeant. Aujourd'hui, une entreprise qui aurait peu d'empreinte carbone, les années précédentes, obtenait que des scores de A. Cette année, c'est un peu plus réparti parce qu'il y a cette question de trajectoire qui est prise en compte. Et donc, ça peut changer les scores. Donc, les entreprises restent là, c'est les meilleures. Mais voilà, il y a des entreprises qui n'ont plus des A ou qui sont passées de B à C ou même de B à A parce qu'ils étaient très bons sur les trajectoires. D'autres aspects qui sont importants à noter cette année, c'est l'entrée, par exemple, de Engie, une entreprise qui était très connue dans les années avant, quand on les analysait, d'avoir des gros risques carbone. Mais en même temps, cette année, avec l'introduction des trajectoires, c'est des entreprises qui font des réels efforts
Il faut savoir qu'Engie, depuis 2017, a réduit son bilan carbone de 100 millions de tonnes de CO2. C'est assez monstrueux. Et ça, ouais, on ne le captait pas du tout avant, maintenant on le capte. Donc c'est aussi l'idée de valoriser les grandes entreprises très émetteurs de CO2, émettrices de CO2, pardon, et qui font des efforts. Donc voilà, c'est la même chose pour Michelin, pour Safran, qui sont des entreprises qui ont réduit leur bilan carbone depuis leurs années de référence. Voilà, il y a Soprasteria aussi qui rentre pour des raisons de très bonne trajectoire carbone par rapport à leurs compétiteurs. Voilà. Donc là, c'était les entreprises présentes. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi celles qui ne sont pas. Alors, je ne peux pas citer toutes les entreprises du SBF5 qui ne sont pas à l'intérieur. On va se concentrer sur le CAC 40. Bon, il y a des entreprises, ce n'est pas une surprise. Hein, sur tous les indices climat, on ne trouve pas des Total, des ArcelorMittal. Ce qui est bien, c'est que nous, on peut l'expliquer très rapidement. Hein, c'est juste une question qu'ils ne sont pas capables de payer leurs factures. Après, il y a deux aspects qui sont intéressants. C'est de regarder les entreprises qui ont des scores de ND. Il y a plusieurs niveaux qui ressortent. Il y a les entreprises du secteur financier aujourd'hui qui ne publient pas encore de manière satisfaisante leurs émissions liées à leurs investissements et leurs financements. Alors ça commence à arriver, mais il y a un énorme retard en France, et c'est essentiellement français sur ces publications de Scope 3. C'est étonnant parce qu'on est plutôt en avance normalement sur ces sujets-là en France, mais sur les banques, on est plutôt en retard. Si je vous invite à regarder les rapports des entreprises nordiques, où il y a vraiment un écart assez impressionnant de qualité de données. Voilà. Après, il y a d'autres entreprises dans ND, dans la publicité, qui... Encore aujourd'hui, on n'arrive pas à évaluer l'empreinte carbone liée aux produits promus par la publicité. C'est des choses qu'on regarde aussi, on voudrait intégrer. Pareil, sur Accor, il n'y a pas les déplacements des clients. On sait que c'est un enjeu majeur. Voilà. Donc, on ne va pas revenir sur toutes les entreprises, mais voilà, c'était l'idée de présenter un peu aussi les entreprises qui n'ont pas fait le cut. Voilà. Et d'autres chiffres qui sont assez intéressants. Et là, il y a deux classements. Classement à gauche, les entreprises qui ont les plus grosses factures carbone du CAC 40. Vous voyez, les chiffres, les ordres de grandeur sont assez importants. Et Airbus, par exemple, c'est 70 milliards de factures carbone. Et comparé à son EBITDA, c'est 800 fois supérieur à son EBITDA. Donc voilà, on voit des chiffres assez impressionnants qu'on ne voit pas d'habitude. Et c'est un peu pareil sur les autres entreprises, comme Stellantis, Total, Engie aussi. Mais Engie, comme je le disais, on n'est pas contre les boîtes qui émettent beaucoup. Parce que justement, si vous regardez celui de droite, Engie a réduit sa facture carbone depuis 2019 de 28%, ce qui représente, comme je le disais tout à l'heure, 100 millions de tonnes de CO2. Et puis il y en a d'autres aussi, comme Schneider Electric, qui est l'entreprise depuis la première édition de l'indice qui a réduit le plus son risque carbone, qui est un vrai bon élève. Et puis Safran également, 13 millions de tonnes, Michelin 3 et Thales 2,5. Donc voilà, donc ça c'était quelques chiffres en plus. Et puis le dernier qui est pour moi le plus intéressant, c'est la première année qu'on fait ce calcul de comparaison entre le Vérité 40, donc l'indice qu'on a créé, et le CAC 40. Et il faut savoir que nous, donc, on a créé, comme je vous l'ai montré, avec le triangle inversé, et on n'a pas du tout regardé ces aspects-là. Alors évidemment, on a un score carbone qui applique, mais vous voyez que en prenant en compte juste le score carbone, on peut avoir un indice qui est peu risqué. C'est-à-dire qu'on a 28 euros de facture pour 100 euros d'EBITDA. On a 94 euros sur le CAC 40 pour 100 euros d'EBITDA, donc on voit les écarts sont importants. Sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre aussi, depuis 2019 et jusqu'à aujourd'hui, donc les émissions 2024 publiées par les entreprises, en moyenne dans le Vérité 40, les entreprises ont réduit de 21%, alors que dans le CAC 40, on est plutôt sur une baisse de 1%. Donc, ouais, les écarts ne sont pas les mêmes non plus. En termes d'évolution de la facture, donc je vous disais tout à l'heure, il faut que la facture reste stable. Dans le CAC 40, dans le Vérité 40, elle a même baissé cette facture, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont alignées, pas toutes les entreprises, mais globalement les entreprises sont alignées et elles permettent de baisser le stock de facture carbone de 5%. CAC 40, encore une fois, on est plutôt sur une hausse. Donc le CAC 40 nous amène plus dans un monde à plus de 2 degrés, alors que le Vérité 40, là, on est aligné, donc 1,5 degré. Dernier point, comment ces entreprises à l'intérieur vont évoluer si elles respectent leurs engagements d'ici 2030 ? Pareil, le Vérité 40 est encore meilleur sur cet aspect-là, avec moins 21% de baisse estimée. Et on est à moins 17 sur le CAC 40, qui commence à faire des vrais efforts. On voit moins 17, ça devient intéressant. Mais voilà, ils ont quand même accumulé pas mal de retard. Voilà, et donc tout ça amène à un score global de A pour le Vérité 40 et de D pour le CAC 40. Donc voilà. Et puis voilà. Dernier point que je voulais aborder, qui est pour moi un enjeu majeur. Bon, ça c'est aujourd'hui beaucoup de gens nous demandent, ok, c'est bien de regarder le carbone, mais vous ne regardez pas les autres aspects. On a fait un calcul assez intéressant. Alors là, c'est pas sur le Vérité 40. On a fait la même méthodologie sur le Vérité Europe. C'est-à-dire qu'on a fait la méthodologie sur l'Europe et on a regardé quel serait le profil ESG d'un portefeuille donc construit exactement comme le Vérité 40. Et vous avez donc en jaune et en rouge l'indice comparé à un indice PAB, et en noir et en bleu, vous avez un indice PAB SRI. Bon, c'est un peu technique, mais en gros, c'est des indices un peu plus exigeants. Et vous avez en bleu le Vérité 40. Et vous voyez qu'en regardant un seul critère, le carbone, on arrive à avoir un profil E, logiquement meilleur, mais bon, on arrive quand même à être meilleur alors qu'on ne regarde que le carbone. En S, on est même les meilleurs avec 56.
Et puis en gouvernance, alors on est battu par un autre indice, mais globalement, on est meilleur que l'indice MSCI Europe. Alors en ne regardant qu'un seul indice, qu'un seul aspect. Donc ça, ce qu'on veut dire à la fin, c'est que c'est un peu notre objectif, Vincent en a parlé, et c'est pour ça qu'on est en discussion actuellement, de lancer un fonds score carbone disponible au grand public pour la première fois sortir un petit peu justement de la notation EG classique, souvent américaine en plus, et rentrer sur quelque chose de plus français, plus européen, plus simple à comprendre. Et en fait, on se rend compte assez rapidement que sur les profils ESG sont meilleurs, voire aussi bons. La performance, elle est meilleure, Vincent le disait, et beaucoup plus simple à comprendre pour tout le monde. Voilà, donc c'est un peu l'idée qu'on a jusqu'à la fin de l'année, c'est de lancer ce fonds. Et puis je terminerai sur la trésorerie décarbonée. Vincent en a parlé. L'idée, c'est vraiment d'accompagner donc tous acteurs, toute personne morale, pour justement essayer aussi de décarboner la trésorerie d'entreprise. Il faut savoir aujourd'hui, dans le SBF 120, il y a 250 milliards d'euros en trésorerie, en sachant qu'il y a en moyenne 20% de cette trésorerie qui est en trésorerie longue. C'est-à-dire que c'est à des placements à plus de 1 an. On pourrait très rapidement mobiliser une partie pour investir dans des projets plus décarbonés, dans de l'aide à des personnes en précarité et avoir des meilleurs rendements également. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est aussi un chantier dans lequel on va se lancer cette année. Essayer d'activer aussi des leviers d'impact pour les entreprises et aussi intégrer la trésorerie dans leurs engagements RSE. Parce que souvent, vous ne savez pas vraiment où va votre argent, alors que là, vous pourriez déjà flécher un petit peu où va une partie de votre trésorerie et derrière aider des personnes. Voilà, je pense avoir fini. Je vais laisser la place à Vincent pour la table ronde et au plaisir de vous retrouver au cocktail si vous avez des questions. Merci Ferdinand. Alors, j'associe à tous ces calculs Clara. Elle est où Clara? Elle est là-bas. Clara a fait tous les calculs avec Ferdinand et on privilégie le paluchage. C'est-à-dire qu'on ouvre les rapports qui sont digitaux et on va regarder comment c'est écrit, comment les entreprises expliquent ce qu'elles font sur le CO2. Et on apprend beaucoup de choses et pas simplement d'acheter la data, le point de données, mais de regarder effectivement ce qui est dit autour du carbone et de la décarbonation. On va passer la table ronde. Et donc, j'appelle à la tribune Hélène Valade, qui a fait un sprint, peut-être, oui, qui n'était pas loin, mais qui a dû remplacer au pied levé, je crois, hein, son responsable, donc qui l'a mise un peu en décalage, mais elle est là. Bon, merci Hélène. Je demande également à Julien de Normandie, ils sont tous au premier rang, de nous rejoindre. Et puis, François Gemène, il m'a dit, je suis au fond de la salle, mais je ne l'ai pas vu. Ah bah oui, mais il était carrément sous le... il était dans le coin là-bas. François... Alors, les micros, il y en a 3. Ah, 5, ouais, voilà. Donc, chacun peut en prendre un. Merci. Alors, je suis très heureux de... Je suis très heureux d'accueillir ces 3 personnes. Je vais vous expliquer un peu pourquoi elles sont là. Hélène Valade est un soutien du premier jour, puisqu'on a fait la première édition en 2021. Et Hélène, on a fait ça en visio. C'était un peu la queue du Covid, donc il fallait faire attention. Donc voilà. Mais Hélène était là avec Fabrice Bonifay, qui était là l'année dernière à votre place. Et donc voilà, c'est quand même important. Et je me souviens, Hélène nous a dit, mais vous avez raison chez Axilia. Maintenant qu'il va y avoir CSRD, il faut tourner une autre page. Il va falloir qu'on travaille avec les datas de l'entreprise et plus avec des datas pêchées je ne sais pas où. Donc, il faut passer à autre chose que le questionnaire de 70 pages. On pourra en reparler. François, il nous suit depuis plusieurs années maintenant. Je suis allé le chercher sur l'oiseau bleu. Sur Twitter à l'époque. Il participait à une discussion. J'y suis allé un peu au culot. Je lui ai dit, François, c'est très juste ce qui est dit là, mais j'amène un élément complémentaire. Et ça l'a intéressé. Et on a échangé les MP. Et le MP, ça s'est fini par une rencontre. Donc, on peut faire des belles rencontres
sur Twitter. Il n'y a pas que Musk et certains personnages. Et puis, même genre de rencontre. J'étais à Bercy il y a 3 mois. Il y avait les rencontres annuelles, que je vous invite d'ailleurs à fréquenter, les rencontres annuelles de l'Institut de la finance durable. Julien Normandie était là avec différentes personnes et j'étais scotché par son discours parce que j'ai l'impression que c'était un copier-coller de ce qu'on peut raconter nous, mais avec une vision macro qu'un politique peut avoir. Donc ça me paraissait évident que de l'avoir à la table. Donc on n'a que des amis là a priori, mais je vais essayer quand même de les solliciter pour qu'ils nous amènent des questions. Alors je vais commencer par Hélène, qui est là avec une double casquette, celle de responsable de dirigeante d'entreprise, hein, puisqu'elle s'occupe de tout ce qui est développement environnemental chez LVMH, et puis également présidente de l'ORS. Hélène, là en ce moment, c'est un peu compliqué. On parle de backlash. En gros, on lâche un peu l'affaire sur l'ESG. Comment ça se passe? Comment vous voyez ça avec ces 2 points d'observation de l'ORS, d'LVMH? Est-ce que c'est si grave que ça? Et est-ce que ce qu'on fait chez Axilia, est-ce que c'est une piste où il va falloir encore travailler beaucoup? Quel est votre regard un peu sur ce qui se passe en ce moment? Oui, c'est vrai que c'est pas très drôle quand même. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Dans cette période complètement d'incertitude économique, politique, etc., ce backlash à la fois sur la RSE, sur les sujets environnementaux qui est en train de déferler là, en France et en Europe, pour ne pas parler de l'autre côté de l'Atlantique, c'est vrai que c'est pas simple. Et du coup, il me semble que ça dessine 2 catégories d'entreprises. Celles qui étaient engagées depuis longtemps de manière réelle, de manière d'ailleurs assez courageuse de transformation de leur business model, qui continuent à garder le cap et qui le font d'ailleurs peut-être moins vocalement qu'avant, mais qui continuent à le faire. Et puis une autre catégorie d'entreprises qui peut-être étaient plus sceptiques sur ces sujets et qui profitent un peu de cette brèche pour freiner un certain nombre de choses. Et donc je pense que par rapport à cela, il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a une sorte d'alignement des planètes qu'on avait connu pendant des années et qui nous a servi à accélérer, qui est en train de se fissurer. Et quand je dis alignement des planètes, c'est l'alignement des politiques, des institutions. Et on voit bien que ces institutions-là sont en train de détricoter un certain nombre de choses. L'alignement avec l'opinion publique, qui était en attente sur les questions environnementales et qui, là aussi, à juste titre, les fait passer plutôt au second degré. Et reste donc les entreprises et la finance qui a besoin, en effet, d'avoir un certain nombre de données pour progresser. Donc, voilà, c'est un contexte un peu particulier. Je pense, parce que je suis une éternelle optimiste et positive, que c'est aussi dans ces moments-là qu'il faut probablement changer un peu de braquet, avoir le courage aussi d'analyser pourquoi on en est arrivé là, parce que ça n'est pas que la faute à. Et il y a aussi probablement ce discours sur la décroissance, ce discours un peu punitif qui a conduit à la perception d'une transition injuste et donc à une mise en cause et à des politiques, à une crise de confiance à l'égard des politiques et peut-être derrière à une envie d'autoritarisme. Donc ça va assez loin, ce discours de la décroissance, et je pense qu'il faut qu'on sorte de ça et qu'on articule une trajectoire, une transition, une transformation environnementale et sociétale axée sur le business et un peu, déshabillée de ces oripeaux très moralisants. Je ne dis pas moraux, mais très moralisants. Bon, autrement dit, sortir de la pensée unique pour aller dans quelque chose qui relève vraiment de la transformation du business. Et c'est là où Axilia intervient. Et moi, je le dis, et merci de l'avoir appelé Vincent depuis en effet 4-5 ans, que cette incarnation d'un lien entre finance et carbone, finance et transition environnementale, il est absolument capital. Et c'est exactement ce que vous êtes en train d'incarner, parce que ça acculture, au fond, à cette vision plus
plus orienté business des sujets, puisque ça permet de mettre des euros sur le carbone et ça permet de mettre des euros sur la transition. Et ça se décline dans les entreprises à différents niveaux. Euros économisés parce qu'on a décarboné, euros investis parce que l'on anticipe. On anticipe notamment les conséquences du réchauffement climatique sur les assets et sur les chaînes de valeur de l'entreprise. Et donc euros parce qu'on pérennise le business et on met sur le marché un certain nombre de nouveaux produits ou de nouveaux services. Oui, mais est-ce que ça a une chance de marcher, ça? Parce que nous, on le voit bien, quand on parle du score carbone, les gens nous disent « Ah oui, mais il n'y a que le carbone ». Oui, alors, il n'y a que le carbone. D'abord, il y a quelque chose dans ce score, c'est la transparence. Et alors, moi, je suis absolument sidérée de voir que vous excluez encore des gens, enfin des entreprises, parce qu'elles ne sont pas transparentes. Bon. Et ce score récompense d'abord la transparence des entreprises. LVMH, c'est 7,7 millions tonnes équivalent CO2 en 2024. C'est une décarbonation de la croissance. On est passé de 189 grammes CO2 par euro en 2019 à 89 grammes CO2 par euro en 2024. Bon, donc ça veut dire, et vous connaissez la croissance de LVMH entre 2019 et 2024, ça veut dire que la croissance a été décarbonée. Bon, c'est normal de témoigner de cela et de dire d'ailleurs que ce 7,7 millions, il est composé à 97% du scope 3 et qu'on sait pertinemment que c'est sur ces sujets-là qu'on aura plus de mal à continuer notre trajectoire. Donc voilà, c'est la transparence. Ensuite, pour répondre à votre question, Vincent, moi je vais, en plus François Gemène est là, j'ai l'habitude aussi de dire qu'on ne peut pas guider cette transformation uniquement à l'aune du carbone. Bon. Pourquoi ? Parce que, comme le dit François, le carbone, c'est un abysse spatio-temporel. Hein, c'est ça votre expression, François. On n'en voit pas les résultats parce qu'on ne les voit pas tout de suite là dans le temps, dans la temporalité, et on se demande ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Bon. Alors que l'action, notamment sur les sujets biodiversité, sur les sujets sols, qui sont aussi importants pour mon voisin de gauche, produisent des résultats au bout de 3 ans. Donc, autrement dit, pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que ça donne envie d'agir et ça permet de conduire des vraies politiques de transformation et de mobilisation à l'intérieur des entreprises et que ça apporte des solutions au carbone. Donc, moi, je rêve, je sais que c'est très compliqué parce que la biodiversité ne se mesure pas évidemment comme le carbone, mais en tout cas, et même si j'ai bien remarqué votre présentation tout à l'heure où vous disiez que le score carbone permettait au fond d'attraper l'ensemble des données, puisqu'en comparaison avec les autres indices, vous arrivez à des résultats. Oui, mais ça, c'est sur un plan purement financier. Sur un plan de la conduite de l'action à l'intérieur des entreprises, on a besoin d'avoir différents types de dimensions. Alors je précise d'ailleurs que si on a pris le carbone en 2019, c'est parce que c'était le plus simple. C'est pas par refus de prendre le reste. On voulait même partir sur le social. En 2019, on était parti sur les fair wage, les salaires équitables, sujet qu'a repris Michelin l'année dernière. Mais on n'a pas les infos quand on est outsider. C'est les directeurs RH qui ont les infos. Donc on a pris le carbone parce que l'information était disponible. On a une réglementation qui est très bien faite en France depuis 2013, la loi Grenelle. Alors justement, ça me fait la... Attends, oui. Juste parce que quand même, je voudrais vous saluer sur un autre registre, c'est que le score d'Axilia ne nous demande aucune donnée supplémentaire. Oui, ça c'est... Et alors là, quand on sort de la CSRD, pourtant je la défends la CSRD, hein, mais tout de même, ça n'a pas été simple. Non, Hélène, voilà. Il faut expliquer parce que je pense qu'il y a une partie de la salle qui ne se rend pas compte. CSRD, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Donc c'est une réglementation européenne qui a imposé aux entreprises la divulgation d'informations, mais sur tous les angles, hein, pas simplement environnemental, social, gouvernance. Donc on a dit que c'était des milliers de points de données. Ça représentait quoi comme masse de boulot chez vous? Dites-nous un peu, parce qu'on ne se rend pas compte. Ça a représenté beaucoup de... Mais surtout, d'abord quand même, c'était la première fois. Donc les premières fois, elles nécessitent beaucoup de boulot. Et surtout, il y a eu un formalisme absolument incroyable, à la fois de la part des législateurs, mais aussi de la part des CAC, c'est-à-dire de ceux qui ont audité nos rapports de durabilité. Donc ça fait beaucoup de formalisme. Ceci dit, quand on dit ça...
on se fait accuser on pense qu'on est en train de descendre la CSRD. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, parce que la CSRD, dans sa finalité, elle permet justement de donner des outils stratégiques, notamment un plan de transition environnementale aux entreprises, et elle permet, et c'était mon rêve il y a en 2021, j'y suis pas encore, je n'ai pas encore atterri de ce rêve, puisque la CSRD normalement permettrait d'avoir un seul endroit de stockage de l'ensemble des données ESG de l'entreprise. Bon. Et donc, tout de même, elle réussit un tout petit peu cela, puisque vous n'êtes plus obligé d'aller farfouiller partout, de nous interroger et de nous faire perdre notre temps. Ça, voilà. On ne vous envoie pas un énième questionnaire, ça c'est certain. Ça, c'est merveilleux. Voilà. Bon, ça c'est du confort. On a parlé de la réglementation, Julien Normandie. Vous avez été ministre de l'Agriculture, du Logement. Vous êtes aujourd'hui dans l'entreprise, que vous êtes chez Sweep, qui est un traceur de carbone. Vous êtes également chez Raise, qui fait de l'investissement impact. C'est quoi votre regard? Qu'est-ce qu'on a loupé? La réglementation était trop complexe, ou peut-être elle est venue trop tôt, ou on l'a fait trop vite? Quel est votre regard un peu à l'aune de ce que vient nous dire également Hélène? D'abord, un grand merci pour votre invitation, Vincent, et surtout un immense bravo à toute l'équipe pour tout ce qui a été présenté juste avant cette table ronde. Objectivement, c'est hyper impressionnant, et merci infiniment de la dynamique que vous lancez. Où est-ce qu'on a pêché ces dernières années? En fait, je pense que d'abord, il y a un constat. Le constat, c'est que ça ne va pas du tout suffisamment vite vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis de la protection de la biodiversité. Et je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle Human Psycho de Sébastien Boller, je vous recommande de le lire, qui en fait explique pourquoi la société tout entière a un comportement de psychopathe vis-à-vis de la protection de la planète, là où, et c'est ça qui est très intéressant, chaque comportement en fait répond à une rationalité. L'entreprise répond à une rationalité lorsqu'elle essaye de maximiser son profit. L'individu répond à une rationalité lorsqu'il se dit ce fameux sempiternel débat entre fin du monde, fin du mois. Et le politique répond à une forme de rationalité. Moi, j'étais au gouvernement au moment de la crise des Gilets jaunes. Vous vous souvenez de l'augmentation des taxes des carburants qui, évidemment, d'un point de vue climatique, étaient souhaitées, poussées, etc. Vous connaissez la fin de l'histoire. Bon. Et donc, la réalité, c'est qu'on ne va pas du tout assez loin. Et en fait, on doit lutter contre des formes de rationalité, là où la somme de ces rationalités nous mène vers un monde complètement irrationnel. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'il faut toujours se demander où se situent les drivers. Le driver de la réglementation, lorsque ça ne va pas assez vite, il est impérieux. Et on l'a vu, Hélène, et je salue tout le boulot que peut faire Hélène. Hélène l'a très bien dit, la CSRD, moi je suis un CSRD lover. Je pense que, pourtant je suis très libéral, je ne suis pas un fan de la réglementation, mais je pense que c'est l'une des réglementations les plus intelligentes qui a été définie au niveau européen. Pourquoi? Parce qu'elle nécessite transparence, de se poser des questions tout au long de la chaîne de valeur, de communiquer dessus et vraiment d'embarquer. Et donc la réglementation, elle peut être nécessaire, mais la réglementation, elle vient se percuter à des visions politiques, et aujourd'hui il y a un volet mainstream. Alors l'ESG devient un terme wokiste aux États-Unis, la boîte de Pandore s'est ouverte, aujourd'hui on peut critiquer librement tout ce qui est ESG, y compris au sein de la communauté européenne. Et puis folie il y a en se disant, à l'instar de Milei en Argentine ou Trump aux États-Unis, en fait la principale difficulté de toutes nos économies, c'est la régulation. Ayons une dérégulation à outrance, parce qu'on va rentrer dans une compétitivité coût à outrance. Et c'est là où on se gourre complètement. Et en fait, c'est là où le politique doit rejoindre et les financiers et les corporates sur un sujet clé, qui est où est-ce que va se situer la création de valeur et la compétitivité de nos économies dans les prochaines années. Qui peut croire, mais vraiment qui peut croire, face aux États-Unis d'Amérique où l'énergie est 5 fois plus compétitive, face à la Chine où le payroll, le salaire est 5 fois plus compétitif, que le sens de l'histoire de la compétitivité européenne, dans son industrie, dans ses services, dans sa souveraineté, va passer par une compétitivité coût à outrance. Qui peut le croire? Et pourtant, c'est ce que plein de personnes essayent, y compris le monde économique et y compris le monde financier, laissent sous-entendre. Et donc on y va avec cette dérégulation au motif d'une appréhension de court-termiste de la compétitivité.
Et cette notion du temps, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que ça nous rapporte à la fois au comportement de la notation, à la fois au comportement des corporates et le comportement des financiers. Et je terminerai par là. La notation, elle donne un élément hyper important. C'est qu'en fait, elle dit, si dans un monde rationnel, confère ce que je disais sur la rationalité, mais si dans un monde rationnel, il ne faut jamais ne pas lutter en faveur de la rationalité, mais si dans un monde rationnel, le carbone avait un coût, alors telle et telle entreprise ne serait pas soutenable. Et ça, pour un corporate, ça veut dire tout au long de ma chaîne de valeur, j'arrive à savoir qui est soutenable et qui n'est pas soutenable. Et une entreprise, dans sa création de valeur, c'est hyper important de savoir si dans sa chaîne de valeur, elle pourra demain être approvisionnée ou pas. Vous dites à une entreprise, n'importe laquelle, vous savez, dans votre chaîne de valeur, là, vos 100 fournisseurs, il y en a 24 qui survivront, mais il y en a 76 qui ne pourront pas survivre le jour où on met une valeur du carbone. Ça fait beaucoup réfléchir. Ça vous fait changer vos politiques de procurement et ça vous crée une valeur significative. Et la même chose arrive sur le financier. Alors, je voudrais vous citer un très grand auteur. J'ai toujours eu la conviction que la finance pouvait changer le monde, Vincent Aurillac. J'ai écrit il y a quelque temps une tribune dans Les Échos où je disais « Et si la finance était notre amie ?» Moi, je suis persuadé que, et je ne m'y résoudrai jamais, que en fait, le monde financier est en train de rater un truc, qu'il faut un soulèvement d'une jeunesse financière ou même incorporant même des gens un peu moins jeunes. Mais quand vous prenez le dernier chiffre du CDP qui vous dit que sur 24 000 milliards d'actifs sous gestion, seuls moins de 1% est en ligne avec les accords de Paris. Quand vous voyez que la finance aujourd'hui... alors moi, je suis senior advisor dans un fonds de private equity. Je m'étais promis de ne pas aller travailler dans la finance. J'ai fait pour une raison, c'est que ce fonds de private equity, il reverse 50% de tout ce qu'il gagne, le fameux carried, à de la philanthropie. Il s'appelle Raise, c'est absolument génial. Et parce que justement, ça montre qu'on peut faire de la finance autrement. Mais si la finance ne se dit pas... Moi, quand je vais faire mes analyses de valeur, vous savez, ma fameuse net value, je ne prends pas en compte les externalités positives ou négatives dans la valorisation de mon asset, on n'y arrivera jamais. Et donc, il nous faut absolument, et ça, Axilia, vous le mettez en avant, il nous faut absolument que chacun assume ses responsabilités et que le monde financier accepte de revenir à une rémunération du capital, qu'il soit financier, environnemental et humain. Et ça nécessite de faire bouger encore beaucoup de lignes, de croire que la régulation va nous y aider, d'être appuyé par les corporates et de penser le temps long alors qu'on est devenu dans une frénésie du temps court. Et on le voit dans le capitalisme, ceux qui arrivent à penser ce temps long, c'est le capitalisme familial ou le capitalisme coopératif. Juste avant, j'étais chez une grande coopérative agricole, ils parlent temps long et j'étais hyper content, on est dans une coopérative agricole. Tout le discours était sur la décarbonation. Ils pensent temps long. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à remettre ce temps long ou l'inclusion du volet social et environnemental dans l'évaluation de la valeur liée à la rémunération de nos capitaux. Alors vous pouvez vous dire, ce gars il est sympa, il était ministre, il aurait pu se bouger. Je le concède, j'ai essayé d'œuvrer, et vraiment j'ai essayé d'œuvrer. Voilà. Et puis c'est un combat, on le sait, qui va être quasi générationnel alors qu'on n'a pas le temps. Mais ce que vous faites en est une brique énorme, donc 1000 et 1000 bravo. Merci. On a besoin de soutien, hein, parce que la manière qu'on a de raisonner n'est pas encore du tout dans le consensus. Alors, en revanche, comme l'a fait Hélène... Parce que Raise, il est dans le 1% là, du CDP. Exactement. Et comme l'a fait Hélène, en fait, moi, chez Sweep, nous, on permet aux entreprises de répondre aux questionnaires. Donc, si tu pouvais mettre un questionnaire pour que nous, on puisse aider les entreprises à y répondre, moi, ça m'arrange. François, entre ces fin du mois, fin du monde, si vous écoutez François sur France Info, hein, tous les week-ends, il se pose beaucoup de questions, il essaye d'apporter un regard... Ils arrêtent d'ailleurs. Pardon ? Ils arrêtent d'ailleurs, ils n'ont pas renouvelé pour une 3e saison. Non. Ah, ça jette un petit froid là. Moi, c'était à mon rendez-vous du week-end, j'adorais ça. Énième recul sur ces dingue. questions d'écologie. Ah ouais. Ouais. Et c'est le service public. Hein. Ah oui, c'est le service public. C'est pas une chaîne. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que tu nous dis de plus compte tenu de cette information ? C'est pas la fin du monde, hein, c'est juste une chronique à la radio. Ah ouais, mais bon. Allez, je ne voudrais pas jeter un froid. Non, là, tu nous as cassé l'ambiance. Là. Bon.
Mais tu pourras peut-être en parler sur d'autres chaînes que, c'est possible, que France c'est Info. possible, bon. Alors, qu'est-ce que tu... Donc je souscris évidemment à tout ce qui a été dit auparavant, et je crois que si on est là aussi pour soutenir le travail que vous faites et l'indice Vérité 40, c'est parce que je pense que dans le moment actuel, il répond à deux exigences qui me semblent absolument essentielles si on veut réussir la transition. La première, c'est de valoriser l'engagement des entreprises. Et aujourd'hui, alors qu'on voit bien qu'il y a ce backlash, toute une série de doutes autour de la transition, je crois qu'il y a un grand besoin, si on veut maintenir l'engagement des entreprises, y compris celles qui sont un peu sur la clôture, comme on dit en anglais, et qui se posent un peu des questions, qui disent finalement, est-ce qu'on n'est pas plus catholique que le pape, est-ce qu'on n'en a pas fait un peu trop, etc. Je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie nécessité de valoriser au maximum l'engagement des entreprises. Et effectivement, un indice comme Vérité 40 qui est extrêmement lisible, qui est extrêmement transparent, qui est très facile à comprendre, qui est très facile à être critiqué aussi, puisque la méthodologie est transparente, et donc aussi très facile potentiellement à améliorer et à triturer dans tous les sens, permet de valoriser cet engagement. Et c'est important, je pense, que les entreprises puissent aussi s'en saisir, puissent communiquer sur le fait qu'elles ont eu A, B ou C, et que, sans pointer du doigt, on voit aussi les entreprises qui ne sont pas capables de payer leur facture carbone, comme aussi des sortes de signaux d'alerte par rapport à la trajectoire de ces entreprises. Et le but, évidemment, c'est d'essayer de faire rentrer les entreprises qui sont moins bien classées, de les faire progresser aussi dans leur score carbone. Et donc, cette question de la valorisation de l'engagement des entreprises, elle est très importante parce que le risque, effectivement, c'est que, d'abord, il y a des entreprises qui ont considéré que l'engagement sur des questions RSE était une sorte de mode, un peu du moment, et qui, voyant des vents mauvais de l'autre côté de l'Atlantique, ou aussi depuis le continent européen d'ailleurs, se disent finalement on va passer à autre chose et on va investir ailleurs. Et un autre risque, c'est que des entreprises qui continuent à s'engager ne le disent plus, taisent leurs engagements, de peur d'être accusées de parti pris idéologique, de peur d'être accusées de greenwashing, que sais-je. Et le problème, c'est que ça crée de ce fait l'illusion que plus rien n'avance, que la transition est en panne, et ça finit par avoir un effet performatif, parce que les autres entreprises vont se dire finalement pourquoi est-ce que je m'engagerai si nos concurrents ne s'engagent pas, et parce que surtout le grand public va se dire au fond pourquoi est-ce qu'on va s'engager dans ces affaires de transition si les grosses entreprises du CAC 40 ne font rien et sont immobiles. Et donc cette question de dynamique collective sur la question du score carbone me paraît vraiment très très importante, et je crois que l'indice Vérité 40 participe de cela. Ça, c'est l'aspect, je dirais, un peu conjoncturel dans le moment présent. L'autre exigence, qui est une exigence plus structurelle, je pense que c'est aussi une aide à la décision macroéconomique. Et qu'en quelque sorte, cet indice préfigure ce que sera l'économie de demain et quelles seront les entreprises qui seront championnes dans l'économie de demain. Et qu'au-delà des questions de stricte valorisation boursière du moment, il y a un vrai sujet qui est la capacité des entreprises à anticiper les évolutions de l'économie et à transformer leur chaîne de valeur. Et ça, c'est exactement ce que fait le score carbone. Alors on pourra dire, effectivement, oui, ça ne tient compte que du carbone et ça ne prend pas en compte d'autres sujets importants, la biodiversité, l'eau, etc. Cela étant, dans mon expérience, je connais peu d'entreprises qui se soucient de décarboner leur activité et qui, à côté, se ficheraient complètement des enjeux de biodiversité, d'eau, etc. Évidemment. Très souvent, une entreprise qui est bonne sur le climat est également bonne sur les autres sujets, etc., même si on n'a pas effectivement des indicateurs aussi synthétiques que pour le climat. Or, cette grande question, à mon avis, de pouvoir identifier aujourd'hui quelles seront les entreprises qui sont les mieux adaptées à l'économie de demain, elle est absolument fondamentale pour la décision économique d'un point de vue macro et aussi pour la décision d'investissement dans le long terme. Si j'étais investisseur, et même simple épargnant qui cherche à acheter des actions des entreprises du CAC 40, je m'interrogerais aussi sur la viabilité de ces entreprises à long terme, et donc j'aurai des signaux d'alerte
sur les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas en mesure d'assumer leur empreinte carbone. Et ça, cette question de réaliser à quel point je crois que l'engagement sur ces questions de RSE, sur ces questions écologiques et sociales, est un atout fondamental pour nos entreprises, et singulièrement pour nos entreprises européennes dans l'économie de demain, ça c'est quelque chose qu'on a encore du mal à percevoir aujourd'hui, où on a volontiers tendance à voir les questions de RSE comme une sorte de contrainte que l'entreprise va s'imposer pour se faire bien voir, pour répondre à la mode du moment, pour répondre à des prescriptions réglementaires, alors que ma conviction profonde, c'est qu'au contraire, cet engagement sur ces questions de RSE, ça va être un atout majeur de la compétitivité des entreprises européennes, parce que, comme Julien le disait, nous n'allons pas pouvoir jouer sur la compétitivité des coûts par le bas, et qu'il va falloir jouer sur autre chose demain. Et c'est là aussi, même la Chine commence à comprendre cela, je dis commence, mais en réalité à très grande vitesse, en faisant un copier-coller aujourd'hui de la CSRD qu'elle va imposer à ses entreprises cotées en bourse. Et je pense qu'on ne réalise pas à quel point l'économie du XXIe siècle qui se dessine sera une économie beaucoup moins carbonée, beaucoup plus circulaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc moi, je vois aussi ce score VRD 40 comme un outil absolument nécessaire d'aide à la décision macroéconomique. Et c'est là où moi je suis stupéfait de voir à quel point nous avons aujourd'hui toute une série d'hésitations et d'atermoiements en France et en Europe sur ces sujets de transition, à quel point nous regardons volontiers du côté des États-Unis et à quel point nous, souvent, nous ne prêtons pas suffisamment d'attention à ce qui se passe à Pékin ou à Delhi. Et j'ai un peu l'impression qu'on serait dans une sorte de, si on prend un registre de compétitivité, dans une sorte de préparation à courir un 10 000 mètres olympique, et que d'un coup, nous voyons nos concurrents américains qui arrêtent l'entraînement et qui se disent finalement, je vais passer au régime chips et Netflix dans le canapé, et qu'on se dise, oh là là, les Américains arrêtent de s'entraîner, et donc nous allons nous aussi commander des pizzas et regarder ce qui est au programme à la télé ce soir. Plutôt que de nous dire, au contraire, on va renforcer notre action parce que ça va nous donner un élément de compétitivité essentiel qui va évidemment maximiser nos chances de remporter la course. Je suis un peu effaré de cette attitude. Non, mais c'est vrai que il faut suivre ce qui se passe. Moi, j'ai lu un article, là, il y a, c'est pas un article, c'était un rapport du fonds pétrolier norvégien. C'est un truc assez énorme, c'est 1000 milliards de dollars. Ces gens-là sont en train de laisser tomber la notation ESG. C'est fini, c'est déjà fini. Et ils utilisent les données des satellites. Avec les satellites, vous pouvez mesurer tout un tas de risques, le risque de submersion, le risque d'inondation, en fonction des points GPS, etc. etc. Ils sont déjà ailleurs. Donc la notation ESG, vous avez 200 critères, un questionnaire de 70 pages, et à la fin, vous avez une note à 5,1 sur 7. Qu'est-ce que vous faites du 5,1 ? Alors que demain, ça va être une inondation dans les usines, etc. etc. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut redevenir concret, c'est ce que disait Julien, hein, il faut des choses pratiques. Et là, on n'y est pas. Et c'est vrai que les Chinois, à mon avis, ils vont nous faire le coup de la voiture électrique là, sur le ESG, ça serait pas surprenant. Je vois que l'heure tourne. Je vous propose, on a quand même la chance d'avoir 3 personnes exceptionnelles. Moi, j'ai envie que la salle puisse poser des questions. On ne pourra pas en poser une quantité infinie, mais moi, j'ai déjà assisté à plein de réunions comme ça où il y avait des gens extraordinaires. On ne pouvait pas poser de questions. On repartait un peu. Voilà. Donc, s'il y a des questions, si vous pouvez vous lever et poser votre question, et je dis bien poser une question, pas raconter une histoire, parce qu'il y a des spécialistes, et là, on perd du temps. Si vous avez une question à poser, soit à Hélène, soit à Julien ou à François. Lève-toi, s'il te plaît, Anne. N'hésitez pas, c'est gratuit. Eh bien, je trouve effectivement que
on ne parle pas suffisamment de ce qui se passe en Chine et en Inde. Si vous prenez même... T'en parlais sur France Info. Oui, mais si vous prenez la chaîne Info Télé, France Info, vous avez une émission quotidienne qui s'appelle L'heure américaine. Ok, j'attends toujours la minute chinoise ou la seconde indienne. Il faut savoir qu'en chinois, et je ne veux pas du tout passer pour être sinologue, ce que je ne suis pas, mais c'est intéressant de savoir que le verbe chinois pour apprendre, c'est le même que le verbe pour copier. C'est le même verbe. Et évidemment, c'est là où on a parfois un problème culturel chinois, où je me souviens d'avoir discuté avec un industriel français qui produisait des fours industriels décarbonés, et qui me dit, ouais, mon problème, le premier contact avec mes partenaires chinois a été un peu compliqué, parce que mon partenaire chinois me félicite, ils me disent, ton four est vraiment génial, j'ai pu le copier hyper facilement, et je l'ai installé dans 20 endroits différents. Et donc, on voit bien que culturellement, il y a un enjeu, effectivement, avec la Chine, dans la manière dont il va falloir faire du business avec la Chine. Je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai besoin, particulièrement, je dirais, à l'heure où toute une série d'anciennes alliances ont volé en éclats et où ce qu'on appelait l'Occident jadis a à l'évidence volé en éclats, il va falloir qu'on recherche de nouveaux partenariats industriels et commerciaux. Il va falloir le faire, bien sûr, avec la Chine, mais aussi avec l'Inde, avec l'Indonésie, avec l'Afrique du Sud, avec le Mexique et avec le Nigeria. C'est-à-dire avec des pays qui, à l'évidence, seront des leaders économiques demain, précisément à l'heure où les États-Unis, à mon sens, sont en train de se tirer une balle dans le pied en revenant aux fossiles. Le problème, c'est qu'on est encore, je pense, trop peu informé sur ces sujets, et j'avoue que c'est assez compliqué, effectivement, de trouver une information fiable sur ces sujets. Sur les États-Unis, on a une information quasiment quotidienne. Le moindre tweet de Donald Trump déclenche une émission spéciale sur LCI autour de Darius Rojman. Alors qu'à l'évidence, lorsque le gouvernement chinois publie ses objectifs quinquennaux, ça fait au mieux un entrefilet dans les échos. Et je pense qu'on a un vrai problème aussi sur la manière dont on va regarder ça. Mais c'est vrai qu'à HEC, par exemple, on introduit l'année prochaine pour nos étudiants un cours sur la transition climatique et énergétique en Chine pour qu'ils comprennent ce qui se passe et ce qui se joue en Chine, par exemple. Mais François, même, on en a parlé avec Hélène il y a une semaine, même en France, il y a des chiffres qui vous foutent le moral à zéro. Vous avez dû voir dans la presse comme quoi l'investissement socialement responsable, c'était fini, les gens sortent, il y a des rachats, c'est massif. Alors c'est un peu la course au gros titre, hein, dans la presse nationale. Hein. Et en fait, quand vous regardez à partir de quoi c'est fait, ça part de rapports, vous dites, bon, c'est sérieux. En fait, vous lisez la dernière page du rapport, et là, il y a la méthodologie, et la méthodologie n'est pas publique. Et les gens prennent des partis pris qui sont les leurs, c'est des conventions, et on pourrait en prendre d'autres. Mais ils vous expliquent ce qu'ils ont envie d'expliquer. Et sur les fonds d'investissement, ils vous expliquent que 80% des fonds ISR sont européens. Ça ne vous surprend pas, 80% des fonds ISR européens? On n'arrive pas à faire plus de 20% du PIB, 20% de la capitale boursière, et on aurait trouvé 80% de fonds durables en Europe. Ben, c'est parce que la réglementation a été trop facile et qu'elle s'appuyait sur de l'autodéclaration. Donc on y va. Mon fonds est ISR. Bah oui. Et quand les gens vous disent ça, ils ne vont même pas regarder ce qu'il y a dans le portefeuille. Ils regardent l'intentionnalité des fonds. Ça, c'est un mot vachement américain. Vous imaginez Trump parler d'intentionnalité? Ils ne sont pas comme ça. Ils regardent ce qu'il y a dans les portefeuilles. Donc c'est vrai qu'on peut faire dire plein de choses aux chiffres. À un moment donné, il va falloir revenir à une rationalité de terrain. Hélène, qu'est-ce que vous en pensez? Ou Julien voulait dire quelque chose là sur... Je voulais juste insister sur un point par rapport à la Chine. Il faut avoir aussi en tête que, je le vois moi avec ma casquette Sweep, donc on fait une ESG Data Management Platform, on accompagne plein d'entreprises à travers le monde. Effectivement, comme dit François, ça va 1000 fois plus vite en Chine qu'on ne le pense, mais aussi parce que la réglementation européenne, cette fameuse CSRD qu'on indiquait, pour la première fois, elle était extraterritoriale. Pendant des décennies, les Américains ont fait l'extraterritorialité sur le financier, le dollar. Pendant des décennies, moi je me souviens très bien, j'ai travaillé fut un temps, on avait développé des filières industrielles où on n'avait pas de composants américains, par exemple sur le spatial ou sur l'armement, pour être sûr qu'à tout moment on puisse exporter là où on le souhaitait ce matériel pour ne pas avoir à dépendre de l'autorisation et du diktat européen. Pendant des années, on mettait à chaque fois les Américains menaçaient l'Europe en disant mais si vous avez utilisé le dollar dans telle ou telle transaction, alors vous êtes redevable devant les juridictions américaines.
extraterritorialité financière. Et là, pour la première fois, l'Europe avait trouvé cette voie absolument magnifique de dire on va assumer nos valeurs environnementales, de protection ou sociales, et on va en faire une loi extraterritoriale. Tant et si bien qu'il y avait quand même un décalage, mais c'était en 2029, sur les données 2028, que les grands groupes américains devaient reporter sous la CSRD jusqu'à présent. Mais ça, c'était génial. Et les Chinois, ils avaient très bien vu la chose. Et les Chinois, pour qui l'Europe est une immense puissance commerciale, s'étaient dit, mais il faut qu'on s'y prépare et on va se mettre, entre guillemets, d'équerre avec ce qui va arriver sur la réglementation européenne. Et là, on voit quand même la puissance de ces réglementations quand l'Europe, puissance économique, marché commun, et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Le Premier ministre polonais, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, il y a quelques semaines, quand il part à Londres pour évoquer la guerre en Russie, il dit, si je comprends bien, on est un continent de 500... on est combien en Europe? 800 550 millions. 550 millions, qui demande à un pays de 200 millions de personnes de venir l'aider contre la Russie, qui a quelques dizaines de millions de personnes. Et il y a un truc qui tourne pas rond. Économiquement, c'est exactement la même chose. L'Europe doit s'assumer là-dessus, et la Chine l'a très bien compris et suit le mouvement. Je crois que je suis gouré totalement dans les chiffres sur la population. Mais tout le monde a compris, en fait. Non, c'est ça. 250 millions. Non, pour répondre à madame, moi j'ai la chance d'aller en Chine, et puis surtout on a évidemment à LVMH un certain nombre de boutiques là-bas. C'est ahurissant la manière dont les choses se transforment extrêmement vite, à un point, bon, ça c'est très personnel, mais dans certaines villes en Chine, on n'entend plus les voitures parce qu'elles sont électriques. Et donc, moi j'ai failli me faire écraser je ne sais combien de fois parce que c'est pas du tout, vous voyez, ça modifie complètement le landscape de la ville. Bon. Et puis à part cette anecdote, on a maintenant des quotas à respecter de consommation énergétique dans les boutiques. Vous voyez, donc ça va très vite. N'oublions pas que ce pays a mis en place il y a déjà 10 ans une loi de programmation quinquennale sur l'économie circulaire. Et là aussi, ça crée depuis quelques années des résultats extrêmement tangibles sur des modèles économiques qui vont beaucoup plus vite à se transformer que chez nous. Donc, et vous avez raison, on n'est pas informé de cela. Bon. Moi, je vous incite à regarder l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui publie d'excellentes notes sur cette question. Et tu l'as dit, François, c'est la première fois que la Chine baisse ses émissions. Hein, oui, en tout cas, ça fait le deuxième trimestre consécutif de baisse. Là, ils sont sur 12 mois de baisse sur moins 1%. Et donc, on va avoir bientôt les chiffres sur une année calendaire complète qui, je pense, indiqueront aussi une baisse des émissions. Ce qui voudrait dire deux choses qui sont à peu près vraiment essentielles pour la transition. Ce qui voudrait dire, si c'est confirmé, que la Chine a potentiellement atteint le pic de ses émissions avec 5 ans d'avance sur ses objectifs, puisque elle s'est engagée à les atteindre avant 2030, et que aujourd'hui, la hausse de la demande énergétique est absorbée par les énergies renouvelables en Chine, ce qui veut dire qu'il y a une vraie transition énergétique qui est en train de se faire et que le solaire en particulier est en train de chasser peu à peu le charbon du mix énergétique chinois. Et ça, c'est quand même une leçon extraordinaire au moment où on a eu beaucoup de doutes sur la transition énergétique. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que les énergies ne vont pas sans cesse se superposer les unes aux autres? Que là, on a quand même une démonstration à très très grande échelle qu'il est possible d'y arriver, et ça, c'est une formidable leçon. Et soyons clairs, d'un point de vue physique, ce qui va se passer en Chine a beaucoup plus d'importance pour le climat que ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, on a l'impression d'être un peu déprimé en Europe en regardant ce qui se passe aux États-Unis, alors qu'on devrait être en train de boire du champagne si on regarde ce qui se passe en Chine. Mais la vérité, c'est celle que tu donnes, parce que quand on va sur les réseaux sociaux, notamment sur X, on nous explique que les chiffres sont bidouillés. Hein, la désinformation, ça marche bien. Aujourd'hui, la désinformation, qui malheureusement est encore accentuée avec le logique de conflit qu'on a. Aujourd'hui, je suis frappé de voir et les ministères israéliens et les ministères iraniens aujourd'hui qui publient sur leur compte officiel des photos truquées par l'intelligence artificielle dans une logique de propagande de guerre. Et je me dis, si même les ministères commencent à publier des photos truquées, vraiment, ça nous ramène très, 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 très loin en arrière. C'est pas le cas en France, non, mais on a aujourd'hui des ministères. Heureusement, j'espère que c'est pas encore le cas en France. Il y avait une question, monsieur, là. Non. Eddy Pierre, c'est un linguiste de formation qui est traducteur.
Voilà un garçon qui est en train de souffrir de l'IA. Son métier disparaît sous nos yeux. C'est la banquise de... Non, mais c'est terrible. Non, mais... L'IA, on va pas faire du Jean Covici, mais c'est concrètement, hein, pour toi, c'est compliqué. Voilà. Mais Eddy Pierre, pour te répondre, il n'y a pas besoin d'aller en Suisse ou en Afrique. Il y a une start-up à Angers qui fait exactement ça, qui prend les cartographies avec les points GPS et qui, sur la base des inondations qui sont déjà observées ou qui pourraient se passer, va regarder combien il y a de mètres d'eau dans l'entrepôt et qui va aller aider le chef d'entreprise à aller discuter avec son assureur en lui disant « Vous voyez, j'ai une prime parce que vous avez calculé qu'il allait y avoir 2,50 m, mais je vais faire des efforts, des travaux, et il n'y aura plus que la moitié. Donc il faut faire baisser la prime. » Et la patronne de cette start-up dit « Il faut sortir du 1,5 degré, du 2 degrés, il faut arriver à des choses concrètes. Je fais baisser ma prime d'assurance. » Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais ça existe en France. Hein. Alors, effectivement, cette start-up, elle n'est pas très connue, mais la data va permettre de faire des calculs de malades. Je peux prendre sur le volet agricole. Ouais. En fait, je pense qu'il faut faire attention à un point et après se rendre compte d'un autre. Là où il faut faire attention, c'est quand tout à l'heure je parlais de l'indice Vérité 40 qui permet d'évaluer le risque, la soutenabilité de l'entreprise. En fait, c'est la soutenabilité de l'entreprise vis-à-vis d'un prix carbone de ses émissions, mais ce n'est pas la soutenabilité de l'entreprise vis-à-vis du risque climatique, qui est une autre notion définie d'une autre manière. Et c'est hyper important parce que, en fait, vous pouvez avoir des entreprises qui sont pérennes d'un point de vue contributif ou non, alors contributif à l'atteinte du net zéro. Et moi, j'aime beaucoup cette notion de contribution. Je pense que c'est la seule bonne notion. Et donc ça, le score carbone permet de l'indiquer. Mais en revanche, le risque climatique, quel qu'il soit, selon ces différentes terminologies, vous les connaissez, ça c'est pas du tout appréhendé. Sur le risque climatique, dans le domaine agricole, on peut se poser la question sur les outils. Effectivement, il y a les satellites ou autres. Moi, quand j'étais ministre de l'Agriculture, j'ai vécu d'ailleurs, ça reste à date la plus grande catastrophe agricole depuis le début du XXIe siècle. C'était un gel tardif. On est au printemps 21, et là, il y a une vague de froid, et ça vient brûler, parce que ça brûle, les vignobles, les fruits et légumes, un truc incroyable. Et on entreprend de mettre en place un nouveau dispositif qui s'appelle l'assurance récolte, parce que force est de constater que les assureurs ont sont complètement sortis du système assurantiel. Et là, intuitivement, je me dis, en fait, il existe un peu d'assurance récolte, mais si tous les agriculteurs cotisent à l'assurance, on va faire une mitigation du risque, comme disaient les Anglais, et à ce moment-là, on aura des assurances acceptables, à un prix acceptable pour tous les agriculteurs. Bah, figurez-vous que tous les systèmes assurantiels étaient déficitaires, et en gros, les systèmes assurantiels assuraient les bons risques dans les mauvaises régions. Et si vous étendiez à tous, ça donnait non pas les bons risques dans les mauvaises régions, mais le risque moyen partout en France. Mais c'était le même. Et donc, on en arrive à la conclusion que le système assurantiel agricole, aujourd'hui, sans aide de l'État, il ne marche pas. Et c'était en 2021. Et ça fait quand même un peu froid dans le dos.
C'est-à-dire qu'en fait, on n'est même pas sur la soutenabilité par rapport à l'indice. On est sur le risque physique, climatique. Et donc, ça nécessite de repenser complètement un certain nombre de modes de culture. Et même la recherche, parce que moi, je suis un friand de la science, on a plein de nouvelles technologies, etc. Et tous les graphes de rentabilité des champs, des cultures par rapport à ce que la science nous permet de montrer, on voit qu'on est sur une courbe logarithmique. On a atteint un plafond. Et donc, en fait, on est face quand même à un principe de réalité qu'on ne peut plus occulter. Et donc, il faut imaginer de nouveaux mécanismes. C'est là où la puissance publique a un rôle à jouer, notamment. Et j'ai écouté ce matin à la radio que sur l'assurance habitation, on y va tout droit. Là, il y a déjà plein de zones. Vous avez une maison sur une zone argileuse, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, impossible à assurer. Et avant, c'était un fonds de l'État qui l'assurait. J'étais ministre du Logement. En fait, à chaque fois, ça me tombe dessus. Et en fait, on n'arrivait plus à assurer. Et même l'État, pour le coup, l'État s'est désengagé de la chose. Parce que c'était En fait, aujourd'hui, vous êtes sur une poche d'argile. La probabilité que votre maison se fissure est hyper forte. Et c'est un coût direct. Et donc là, on doit être dans la prévention, de vous dire, mais où est-ce que c'est, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut écouter le sol. Oui. Relié à l'Afrique, juste le pourcentage des biens qui sont assurés dans les pays du Sud, je ne sais pas le chiffre spécialement pour l'Afrique, c'est 3% des biens qui sont assurés dans les pays du Sud. C'est très faible. Et Hélène, ça c'est pour vous, ça. Alors moi j'adore la question, surtout venant d'une représentante de l'État, parce qu'il y a quand même eu des lois sur l'économie circulaire en France, notamment l'AGEC, mais qui n'a pas du tout été assortie du volet industriel. Et donc, quand on fait de l'économie circulaire sérieusement dans ce pays, notamment sur le textile, on ne trouve plus de fileurs, de tisseurs, par exemple, parce qu'on a complètement désindustrialisé les choses. La laine, dont j'ai tellement besoin, moi, dans mes produits, la laine, en France, ça n'existe plus, l'industrie de la laine. D'accord ? On n'a fait que de la viande. Bon. Donc, vous voyez, qu'on soit animé par la volonté de mettre en place des modèles d'économie circulaire, et alors, je vous assure que c'est vraiment ce qu'on fait, à la fois sur le sujet de réparation, à la fois sur le sujet de recyclage, d'upcycling à partir d'invendus, à partir des chutes de l'ensemble des tissus de la laine, etc. Mais très vite, on se heurte à une absence d'appareils industriels français. Et donc, si je fais du recyclage ici, c'est-à-dire si je, par exemple, démantèle mes invendus, par exemple, pour en tirer des fils, il faut que je les envoie au Portugal ou en Espagne pour qu'ils soient tissés. Est-ce que je fais quelque chose de bien en faisant ça et de pérenne sur un plan économique ? Donc, pour répondre de manière moins impertinente à votre question, madame, je pense que c'est un écosystème qui doit être remis à plat pour véritablement se donner les moyens de réindustrialiser pour faire de l'économie circulaire. Là, on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez, parce qu'on a des idées immenses chez LVMH, notamment sur des sujets comme le lin. Le lin, il y aura énormément de choses à faire. Bon, mais le lin, deux tisseurs. Hein, 2 tisseurs en France. Voilà, donc... sur le lin, Hélène, c'est-à-dire que j'ai beaucoup bossé avec eux. La SNCF vient de faire un truc incroyable. Ils ont fait un petit film qui s'appelle La quête du lin. Et en fait, c'est hallucinant parce qu'ils ont, avec une usine en Alsace et une autre en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont tout relocalisé, sauf une dernière activité qui a lieu en Slovénie. Mais sinon, ils ont tout relocalisé. Et ils font aujourd'hui les centaines de milliers de vêtements. Vous savez, Orange, où le travail de la SNCF est fait avec du lin normand. Et en fait, la seule façon qui leur a permis de faire ça, c'est de passer des contrats de très long terme
et ça, ils en ont la capacité, que toutes les boîtes, c'est la particularité, c'est le rôle de l'État pour moi, la politique d'achat des entreprises. Oui, mais c'est ça. Ils les achètent au même prix? Ils achètent. Ils y gagnent. Ça, c'est pas intuitif. Ça, mais c'est intéressant. D'ailleurs, c'est le. Je veux pas faire de la pub pour la SNCF plus que pour LVMH. Si, pourquoi pas. Mais c'est pas exactement les mêmes vêtements. À la Surtout, fin. c'est pas la même. Excusez-moi, mais c'est pas la même qualité de tissage. Ça, je sais pas. Ah bah oui, mais moi je sais. Et donc il y a une personne, il part à la retraite bientôt, mais formidable. C'est le directeur du procurement de la SNCF. Il s'appelle Pascal Descaries. Il est hallucinant. Et voilà, il s'est fixé comme objectif de relocaliser la filière du tissage du lin en France. Et il a réussi. Les défilés de la prochaine saison. Exactement. Donc ça coûte pas plus cher. Parce que souvent, c'est un problème de coût de manœuvre. Bon, voilà des choses à. Mais peut-être la SNCF peut fournir LVMH faire un peu de design. Vous êtes très très impertinent, Julien, ce soir, je trouve. Il y avait une autre question, monsieur. Oui, monsieur, là, allez-y. Une question, hein, pas une histoire. Hein. C'est très juste. Effectivement, les émissions invitées, c'est une nouvelle frontière, mais c'est une association, c'est ce qu'a dit Ferdinand, là, Climate Dividends, qui a protocolisé, parce que sinon tout le monde fait ses calculs à sa façon et parfois c'est pas fait correctement. Donc il faut aussi normer le calcul. Monsieur, devant, vous aviez une question ? Oui, c'est Ferdinand, il doit sourire là-bas au fond. C'est déjà un énorme boulot que de compiler ça, mais c'est vrai que la data commence à être disponible. Après, il faut trouver la métrique aussi simple qu'une tonne de CO2 à laquelle on peut associer un coût. Mais je vous dis, c'est déjà en train de se faire. Hein. Il y a des gens qui travaillent avec les satellites, qui demandent aux entreprises tous leurs points de production et qui vont ensuite voir les entreprises en disant, attendez, là, vous savez que vous n'êtes pas au bon endroit, vous savez que vous êtes à X kilomètres d'une zone de biodiversité critique. Et là, effectivement, souvent, c'est la révélation. Donc, ça suppose aussi de l'engagement des financiers, parce qu'il n'y a pas que le fait de mettre des notes, il y a aussi de faire de l'engagement. Et là, je rebondis sur ce que disait Julien. La réglementation est parfois bizarre, parce que vous avez en France, par exemple, un label ISR qui promeut à la fois la notation, l'engagement et l'exclusion. Vous imaginez un peu les couches de crème, là. Et donc, on a exclu Total parce que c'était l'énergie fossile. Et là, pas plus tard que ce matin sur LinkedIn, on dit, ouais, mais attention, les banques refont des crédits aux énergies fossiles. Ben oui, mais il n'y a plus d'actionnaires ISR
qui avant avaient le label ISR qui pourront aller en assemblée générale pour dire il faut arrêter de faire ça. Donc à un moment donné, il faut se poser la question de la cohérence. Qu'est-ce que ça a changé dans le V total du label ISR? Ils continuent de forer, ils viennent même d'ailleurs de racheter des puits à chevrons. Donc ça n'a rien changé. Mais effectivement, on peut se gargariser, dire il n'y a plus d'énergie fossile dans le label ISR. On n'a rien changé. Par contre, l'engagement, on ne pourra plus le faire parce qu'il n'y a plus d'actionnaires ISR. Donc à un moment donné, il faut se regarder, il faut peut-être se discuter ensemble. Il ne faut pas être dogmatique, quoi. Les solutions, elles sont extrêmement concrètes. Est-ce qu'il y a une autre question? Puis on termine là-dessus. Oui. C'est une particule, Charles de Cantis? Non, c'est presque. Ouais, ça c'est Hélène. Juste là-dessus pour dire que nous, on observe que déjà, aujourd'hui, il y a 17 entreprises qui sont venues pour se faire photographier puis célébrer le fait d'être dans l'indice. Elles étaient 3 en 2021. Donc c'est un progrès. Il y en a 22 qui le publient. Il y a déjà ça. Ensuite, ça ne va pas assez vite parce qu'effectivement, il y a encore trop de notes ESG dans les DPEF. Il faudrait remplacer toutes les notes ESG américaines par le score carbone français et européen quand même, à minima. Ça progresse, mais il faut que ça aille encore plus loin, quoi. Voilà. Je voulais dire autre chose, mais ça s'emmène dans mon esprit. Ça va revenir. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? On a des prix internes du carbone dans un certain nombre d'entreprises, notamment chez LVMH, et c'est vraiment un levier assez puissant d'action et de fléchage d'ailleurs des investissements internes sur un certain nombre d'actifs qui permettent d'accélérer la décarbonation. Donc moi je m'en sers d'une manière du score Axia de manière très simple. Non seulement je le publie, mais en plus je le présente aux financiers à l'intérieur du groupe. Dans cette histoire, dans ce chemin de cette acculturation transition euro, enfin en tout cas de monétarisation de la transition. Et petit à petit, voilà, ça s'ajoute à d'autres signes, à d'autres briques qui permettent de croiser ces dimensions financières et sustainable. Et ça produit des résultats, parce que je ne crois pas du tout à une sorte de grand soir de la... Mais juste, si vous me permettez, Vincent, moi, il y a une chose sur laquelle je voudrais quand même énormément insister. Parce qu'on a beau se plaindre tous qu'en effet la période est difficile, etc. Moi, c'est peut-être mon côté, mais je pense qu'il faut avoir le courage de dire ce qui aussi peut-être explique qu'on en soit arrivé là. Il faut absolument qu'on sorte du discours punitif, moral, de vertu, sur ces sujets de la durabilité. C'est-à-dire il faut qu'on les rende désirables, il faut qu'on donne envie de ça. Parce que c'est une question de transformation, c'est une question d'évolution. Et si on ne donne pas envie du futur, alors mais on n'y arrivera jamais. Et les discours majoritaires qu'on a trop laissé s'installer étaient vraiment de la pensée unique. Alors, je dis souvent Khmer vert, et mon ex-mari était cambodgien, donc personne ne m'en veut quand je dis ça, mais c'est un peu ça quand même. C'est pas possible, c'est plus possible. Ce terrorisme de l'action, fais pas ci, fais pas ça, etc., c'est plus possible. Et donc, c'est, à mon avis, cette nouvelle narration, cette nouvelle sémantique qu'il faut réinventer pour asseoir l'action et la rendre beaucoup plus crédible et beaucoup plus forte. C'est une histoire de désir. Julien, le mot de la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rendre désirable, mais concrètement, comment le décliner? Moi, je pense que le secret, la clé, c'est le temps. Et je pense que notre drame à tous, que vous soyez un politique, que vous soyez un chef d'entreprise, que vous soyez surtout un financier, c'est que en fait, on est pris dans une temporalité du temps court et pas du tout de celle du temps long. Relisez L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, qui est quand même la première des paraboles écologistes et qui
et le chantre de ce temps long. À cet égard, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Jouons le temps court parce qu'on va prendre les risques. En fait, la réglementation européenne, c'est normalement les fameux IRO, impact, risque, opportunité. On a tous les débats entre l'EFRAG et l'ISSB, pardon, ça devient technique, mais si vous le voyez, en fait, la matérialité financière, heureusement que les entreprises regardent l'impact de l'environnement sur leur PNL. Heureusement, enfin le vrai volet, c'est la matérialité à impact, c'est l'impact de mon PNL sur l'environnement. C'est ça le vrai changement évolutif. Et ça, c'est du temps long. Et donc en fait, le mot de la fin, c'est moi je partage, il faut être optimiste, il faut être combatif, il faut qu'on arrive tous à sortir de nos zones de confort en se disant appréhendons ce temps long. Et je suis persuadé, parmi toutes les clés, il y a évidemment le politique, il y a évidemment les chefs d'entreprise, mais la finance, elle est nécessaire mais pas suffisante. Mais comme elle est nécessaire, elle a un immense pouvoir. Et le jour où le monde financier se dit « Allez, chiche, on va beaucoup plus vite », là, il y a une révolution qui s'opère. Et j'y crois, il faut la porter. Donc, vive la révolution financière. Bon, alors, Julien, il est cohérent parce qu'il est chez Raise, et Raise, c'est du temps long. Oui, mais on le dit tous. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je suis à la fois entrepreneur et dans un fonds d'investissement, sauf si vous réussissez en tant qu'entrepreneur, mais vous avez un décalage, ne serait-ce que sur les rémunérations de temps court entre l'entrepreneur et la rémunération du capital du private equity. Et Raise, on gagne déjà très bien notre vie, sachant qu'on reverse la moitié de la philanthropie. Ouais. Ouais. La cohérence, c'est la cohérence de Julien. L'incohérence, c'est que les clients... 99% des gens qui sont dans la salle ne peuvent pas acheter le fonds que conseille Julien. Parce que c'est du private equity, que ce n'est pas transparent, que ce n'est pas coté et que c'est réservé aux clients professionnels. Enfin, venez quand même nous voir. Ouais. Mais c'est pour vous dire, voilà, la cohérence est à décliner sous différents angles. François, le mot de la fin. Juste, je crois... Déculpabiliser et puis le temps long. Qu'est-ce que tu dis, toi, de ça ? Aucune grande transformation dans l'histoire ne s'est faite sans enthousiasme. Et donc la question de l'enthousiasme est absolument fondamentale. Il faut sortir de cette idée d'une transition qu'on devrait faire au nom de principes moraux parce qu'on devrait. Faisons-la dans l'enthousiasme. Et aucune grande transformation dans l'histoire ne s'est faite en écartant la question de l'intérêt. Ce qui va faire qu'on se transforme, c'est qu'on va y trouver un intérêt. Et donc, il faut absolument, je crois, arrêter de considérer que cette question de l'intérêt est un gros mot. Et il faut considérer que ça a longtemps été considéré comme un gros mot dans les milieux écologistes. Nous allons parvenir à nous transformer si nous y trouvons un intérêt. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on le fait émerger, comment est-ce qu'on le valorise, comment est-ce qu'on le monétise, comment est-ce qu'on le quantifie, de manière à pouvoir donner envie de cette transition. Sinon, on ne va pas y arriver. Parfait. Oui, merci. Modestement, on essaye de faire effectivement. Alors, on n'est pas dans et bravo aussi aux entreprises qui sont absolument. côté A, B ou C. Oui, parce que c'est pas le tout. Tout seul, on fait rien. Donc, mais on essaye de. On n'a pas lâché. Vous avez compris depuis 2005. La mission impossible, on les a déclinés et on continue. On ne va pas s'arrêter là. Donc, je remercie Ferdinand à nouveau, Clara, qui ont participé à ça. Merci à vous. Et il y a un cocktail qui nous attend parce qu'on va continuer évidemment à discuter. Merci. Ah oui, alors. Oui, j'invite les entreprises lauréates à venir sur scène pour prendre une petite photo. Vous pouvez aussi rester pour qu'il y ait, voilà, petite photo souvenir. Et les autres, vous pouvez aller au cocktail. Hein. Vous pouvez rester pour voir la photo si vous voulez. Ils sont un bon 17, je pense, 17 entreprises. Ouais. Non, mais c'est bon, hein, je pense. Oui, mettez-vous au centre. Je laisse la photographe, c'est pas mon métier. Il remet le... Oui. Ouais, je vous invite à vous mettre, voilà. Oui.
Oui, c'est bon. Je pense qu'il y a tout le monde. Normalement, je ne sais pas où est la photographe. Elle est là-bas, elle est là-bas. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est là-bas qu'on regarde. En haut, là-haut. Ouais. Ah oui, la photographe est en blanc au milieu de la salle. Merci.